Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour cette invitation à discuter d'un sujet intéressant. Voilà mes conflits d'intérêts. Bon, vous travaillez tous en réanimation et vous savez bien que réussir à bien sédater un malade de réanimation, à le rendre confortable, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. On part tous du même constat qu'on cherche à corriger l'agitation du patient, sa désadaptation du respirateur, sa douleur, son niveau d'inconfort. Souvent, pour réussir à atteindre cet objectif, on va donner des drogues sédatives, des hypnotiques, qui ont pour principal effet secondaire d'altérer la conscience. Et on voit très bien qu'on passerait facilement d'un état où le patient est plus du tout très agité ou désadapté à un état où le patient a totalement perdu le contact avec l'équipe médicale, avec des gros troubles de conscience. C'est ce qu'on appelle la sédation excessive ou l'oversedation des anglo-saxons. Cette sédation excessive, il y a maintenant une littérature de plus en plus abondante pour dire qu'elle est source de complications importantes. La première complication, c'est que ça prolonge de façon considérable la durée de ventilation mécanique parce que le malade met plus de temps à se réveiller, met plus de temps à commencer l'épreuve de sevrage. Le sevrage lui-même est plus long et à la fin, l'extubation est différée. Plus la ventilation mécanique se prolonge, plus le risque, plus l'exposition du patient au risque d'infection nosocomiale et notamment de pneumonie sous ventilation mécanique est élevée. Les experts s'accordent le plus souvent pour dire que la sédation excessive, par le biais de l'inactivité musculaire parfois complète qu'elle entraîne, même sans curarisation, est un gros facteur de risque de neuromyopathie de réanimation. Il y a une littérature abondante qui associe maintenant sédation excessive et délirium ou confusion, dysfonction cognitive aiguë de réanimation, et puis des questions d'actualité, notamment sur le lien entre sédation excessive et surmortalité. Il y a effectivement un essai thérapeutique en France multicentrique qui est en cours pour essayer de répondre à cette question. Alors, une des armes, ce n'est pas la seule, mais une des principales armes pour lutter contre la sédation excessive, c'est l'algorithme de sédation ou le protocole de sédation écrit auquel se réfère une équipe médicale et paramédicale. Il y en a plein de publiés dans la littérature. On rentrera un peu plus dans le détail d'un exemple tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est une arme? C'est presque l'arme absolue pour diminuer la sédation excessive. La réponse tient presque dans cette diapo-là. Cette diapositive, c'est un résumé d'une dizaine d'études dans lesquelles il y a eu deux bras qui ont été comparés. Un bras dans lequel la sédation était donnée sans qu'on fasse attention à pas grand-chose, on fasse attention à rien, et un bras dans lequel on faisait attention à la façon de donner la sédation parce que les patients, le plus souvent, recevaient la sédation dans le cadre d'un algorithme de sédation, d'un protocole écrit. Et la ligne horizontale, c'est le gain que représente l'utilisation du protocole de sédation par rapport au groupe contrôle en termes de durée de ventilation mécanique. Il y a deux études dans lesquelles l'algorithme de sédation, la mise en place ou l'utilisation de l'algorithme de sédation était associée à une augmentation de la durée de ventilation mécanique. On peut en discuter après si vous voulez. Toutes les autres études ont vu dans le bras algorithme de sédation une diminution spectaculaire de la durée de ventilation mécanique. Par exemple, ici, pour cette étude-là, 25% de réduction de la durée de ventilation mécanique, et puis ça va jusqu'à presque 60% de réduction de la durée de ventilation mécanique. Le fait de mettre en place, d'administrer la sédation en fonction d'un algorithme de sédation, on pourrait retenir de façon assez schématique que ça permet tout simplement de diviser par deux la durée de ventilation mécanique chez le malade de réanimation. Il n'y a pas tant d'interventions que ça en réanimation qui permettent de diviser par deux la durée de ventilation mécanique. Donc ça a un impact énorme, le fait d'utiliser un algorithme pour administrer la sédation en termes de durée de ventilation mécanique. D'ailleurs, la conférence de consensus française en 2007 s'y est pas trompée parce que dès 2007, les experts, le jury français écrivait qu'il faut, c'est une recommandation forte, ce n'est pas une suggestion, il faut une procédure écrite prévoyant l'évaluation et l'adaptation des doses de sédation et d'analgésie. Alors, un algorithme de titration continue, un algorithme de sédation selon le principe de titration continue. Il y a trois grands principes qu'on va voir assez rapidement. Le premier, il faut se définir le bon objectif qui consiste à privilégier le confort, l'adaptation respirateur, et puis une fois que ça c'est atteint, essayer de maintenir l'état d'éveil. Le deuxième, c'est des évaluations fréquentes et fiables, et le troisième, c'est à l'aide d'outils donc fiables, et le troisième, c'est des adaptations régulières des posologies, c'est ce qu'on appelle la titration vers le haut ou vers le bas.
Alors tout d'abord, les objectifs. Bon, vous connaissez tout ça, mais à la fin, je trouve que ça ne fait jamais de mal de le rappeler encore, les raisons pour lesquelles on donne des hypnotiques et des morphiniques chez les malades de réanimation. La première raison, c'est que quasiment tous sont inconfortables, anxieux ou ont parfois mal pour des raisons diverses et variées, et que chez un grand nombre d'entre eux, ce ressenti négatif se traduit sous forme de deux manifestations comportementales, agitation et désadaptation, enfin dyspnée, qui sont, si elles sont importantes, très peu compatibles avec la prise en charge en réanimation d'un patient intubé ventilé. Donc quand on donne des hypnotiques et des morphiniques, on cherche à corriger ces trois aspects, douleur, inconfort, anxiété, et puis une agitation et une désadaptation du respirateur. Vous voyez tout de suite que le coma, ce n'est pas un objectif du traitement par hypnotique et morphinique, c'est éventuellement, alors sauf qu'à quelques cas particuliers, mais le coma n'est à la fin qu'un effet secondaire des drogues qu'on utilise pour arriver à ces objectifs-là et qu'on doit utiliser à forte dose pour arriver à ces objectifs. Ce n'est pas en soi un objectif, il n'y a que quelques situations particulières dans lesquelles l'altération de la conscience peut être recherchée. C'est les patients cérébrolésés graves, les patients qui reçoivent une curarisation, soit de façon prolongée sur plusieurs heures dans le cas d'un ARDS grave ou d'une hypothermie contrôlée, soit pour un geste plus ponctuel. Et puis peut-être les patients en décubitus ventral, il y a encore quelques situations, les fins de vie et d'autres situations, on sort un peu du cadre du topo. Donc voilà, d'une façon générale, le coma n'est plus, ça l'a longtemps été, n'est plus un objectif du traitement par hypnotique et morphinique. Toujours concernant les objectifs, ce qui est important quand on parle d'algorithmes de sédation, c'est de comprendre que les objectifs ne peuvent pas être les mêmes pour tous les malades, ou en tout cas ne peuvent pas être les mêmes pendant toute la durée du séjour du malade. Si on prend ici un malade grave de réanimation, par exemple, avec une détresse respiratoire sévère, un ARDS, en termes d'adaptation au ventilateur, objectif important de l'administration d'hypnotique de morphinique, on cherche une adaptation stricte. On veut que le malade ne dépasse pas la fréquence imposée au respirateur, on ne veut pas qu'il tousse, on ne veut pas qu'il y ait de tirage, etc. Alors que pour le malade qui est moins grave sur le plan respiratoire, les objectifs sont moins stricts et permettent automatiquement de donner des doses d'hypnotique et de morphinique plus faibles. C'est un point important, les objectifs ne peuvent pas être les mêmes chez tous les patients. Et puis, on l'a vu, une évaluation régulière de la situation, notamment en termes d'altération de la conscience induite par les drogues. Il y a plein d'outils qui existent maintenant. Il y a, voilà, je vous en ai mis 4, mais dans la littérature, il y en a au moins une bonne dizaine. Il n'y a pas vraiment, si vous en utilisez déjà, il n'y a pas vraiment de raison pour en changer. On ne peut pas vraiment dire qu'il y en ait un qui soit carrément supérieur à un autre. Et puis, si vous n'en utilisez pas, une échelle qui est très populaire et largement recommandée est la race de l'équipe d'Eli. Et puis, dernière chose, il faut modifier les posologies à la hausse ou à la baisse. Alors là aussi, c'est important de partir de schémas d'administration très simples. Il y a plein de façons de faire, mais la façon dont on fait par exemple à Poissy, c'est à chaque fois qu'on fait un bolus d'hypnovel ou de diprivant ou bien de fentanyl et de sulfentanyl, c'est à chaque fois des bolus de 2 millilitres que c'est facile à retenir pour l'infirmière, qui correspondent à 2 mg d'hypnovel, 20 mg de diprivant. À chaque fois qu'on fait un bolus, après ça, la seringue électrique, c'est que des exemples, il y a 10 000 façons de faire, mais voilà, pour dire qu'à la fin, la façon dont les doses sont titrées, ça doit être simple pour que ce soit retenu facilement par tout le monde et facile à écrire. Une fois qu'on a fait un bolus de 2 mg, ce bolus de 2 mg est mis à la seringue électrique, la même dose mise en bolus est mise à la seringue électrique sur les heures qui viennent. Un bolus de 2 mg d'hypnovel, c'est après 2 mg d'hypnovel, et quand on réaugmente la posologie, on refait un bolus et on réaugmente la posologie de la seringue électrique de la valeur du bolus. Et pour les décroissances, c'est toujours des décroissances de 0,5 ml/h toutes les 2, 3, 4 heures en fonction de la fréquence de vos tours. Mais voilà, ici, avec les dilutions qu'on utilise, c'est à chaque fois les vitesses des seringues électriques pour décroître. C'est toujours les mêmes types de décroissance. C'est facile à retenir et c'est facile avec ça de former une équipe. Donc, choisissez des schémas simples de titration. Ici, c'est juste
un exemple d'algorithme, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, mais à la fin, comment ça se présente? En gros, les premières questions, c'est est-ce que le patient est aux objectifs en termes d'agitation, d'adaptation au ventilateur, de douleur, et si ce n'est pas le cas, il y a différentes petites précautions à prendre, mais souvent, ça se termine par un bolus d'hypnotique et de morphinique suivi de la mise en route d'une seringue électrique. Ça, c'est la titration à la hausse. Et puis, inversement, s'il y a la question est-ce que le patient est confortable, le patient en réanimation est confortable, si la réponse est oui à la question suivante doit être est-ce qu'il est oui ou non réveillé, coopérant, puisque c'est ça l'objectif en termes de conscience. Une fois que le confort est atteint, s'il ne l'est pas, ça aboutit à une baisse des posologies d'hypnotique et de morphinique. Et si par contre on est ici et la réponse oui, ça veut dire qu'il est calme, coopérant et il est réveillé. C'est la situation idéale, je trouve, pour le patient de réanimation. Et on peut à ce moment-là communiquer facilement avec le patient, lui demander s'il a mal, en utilisant cette fois-ci des aisselles visuelles de douleur pour pouvoir adapter plus finement les posologies, notamment d'analgésiques. Alors, on l'a vu, les trois principes généraux de l'algorithme de titration, c'est ce qu'on vient de voir. Mais après, il y a deux choses qui sont sous-entendues là derrière. C'est que c'est des procédures écrites qui ne sont pas forcément si simples que ça. Il est nécessaire que ce soit standardisé sous la forme d'un protocole écrit. C'est un protocole de soins, ces algorithmes de titration continue. Et puis, deuxième chose très importante, ça ne peut marcher, ces algorithmes de titration, des sédations et des analgésiques, que si le médecin accepte de transférer une partie de la gestion de la sédation analgésie vers l'infirmière qui est au lit du malade tout le temps, qui est le mieux à même d'évaluer l'état de conscience ou l'état d'inconfort du patient et qui peut tout de suite modifier les posologies en fonction de ce qu'elle observe. C'est pour ça que moi, je me suis posé les mêmes questions que toi, Jean, et Charles aussi dans la salle. Est-ce que c'est vraiment la titration de la sédation? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on entend par transfert de compétences? Je ne suis pas vraiment convaincu parce que je vois bien que la pose d'un cathéter veineux central ou de cathéter artériel en réanimation, ou bien on voit qu'il y a des infirmières qui commencent à faire des consultations d'oncologie hors de l'AREA, à faire des échographies, des bilans aérodynamiques. Tout ça, ça concerne quelques infirmières dans une structure qui vont bien entendu avoir besoin d'une formation spécifique par rapport aux autres infirmières. Par contre, pour ce qui est de la titration de la sédation, la titration de l'insuline, la titration des catécholamines, ça doit concerner toutes les infirmières du service, ça représente la formation de base et voilà, c'est le respect d'un protocole écrit de l'équipe et surtout ça doit pouvoir être appliqué tout le temps, à toute heure du jour et la nuit, les jours de semaine, les jours fériés, et ça ne peut pas dépendre d'une infirmière qui aurait acquis des compétences spécifiques et qui serait la seule à pouvoir gérer ce type de produit. Bien entendu, ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir une, deux ou plusieurs infirmières qui développent des compétences encore plus poussées en matière de sédation pour notamment former les nouvelles, vérifier que les procédures sont bien respectées, etc. Alors, est-ce qu'en France, on utilise beaucoup ces algorithmes de sédation? C'était une des questions de l'enquête qui avait été faite en fin 2011 dans le cadre de la SRLF. Une des questions, c'était est-ce qu'il existe dans votre service, c'était des questions posées aux réanimateurs, médecins réanimateurs des réanimations françaises, est-ce qu'il existe dans votre service une procédure écrite indiquant comment adapter les posologies d'hypnotique en fonction de l'état clinique du malade? En gros, voilà, un algorithme, quelque chose comme ça, écrit en tout cas. Et donc, c'est à peu près 50%. Il y a la moitié des services qui en ont et encore la moitié des services qui n'en ont pas. Et puis, on avait posé une petite question subsidiaire. Pour les services qui en ont, chez quel pourcentage de patients est-ce que vous utilisez ce type d'algorithme? Et là, ici, vous voyez le 54%, ça correspond à la zone gris clair, il y a 54% des réanimateurs qui disaient l'utiliser chez plus de 75% des patients, on pourrait dire en routine. Donc, même quand on a la procédure dans son service, on ne l'utilise. Il n'y a que la moitié des réanimateurs qui l'utilisent en routine pour leurs patients. Je ne sais pas ce que ça. Donc, il y a encore un gros gap entre la situation idéale où ce serait largement répandu et largement utilisé chez tous les patients de réanimation, ces algorithmes de sédation, et la situation actuelle. Alors, pourquoi est-ce que ça se répand
ça se répand, ces algorithmes de sédation. Pourquoi est-ce que ça ne touche pas encore tous les services? Pourquoi est-ce qu'il y a encore une grande partie de malades qui ne sont jamais titrés, qui reçoivent jamais des sédations avec une titration protocolisée? Peut-être que d'abord les médecins ou les infirmières sont inquiets ou n'arrivent pas bien à gérer la façon dont ils deviennent autonomes, dont les infirmières en particulier deviennent autonomes vis-à-vis de la gestion de la sédation et de l'analgésie. Et quand on met en place un protocole de sédation et d'analgésie dans un service, il y a plusieurs phases. Ce n'est pas dans l'immédiat, dès la première semaine, toutes les infirmières qui sont lâchées à gérer tout toutes seules. En général, on commence par une phase dans laquelle les infirmières ont une faible autonomie et où le médecin est très souvent sollicité pendant les premiers jours, les premières semaines. C'est le médecin qui intervient pour dire s'il faut faire des bolus et monter les posologies ou bien si à l'inverse, il faut baisser en fonction de l'algorithme. Et puis petit à petit, les infirmières, elles s'autonomisent assez vite, notamment pour ce qui est de la décroissance de la sédation. La décroissance, ça se fait en douceur, petit à petit. Et donc, on arrive vite à une situation où le médecin est sollicité pour faire les bolus et augmenter les posologies en fonction de l'algorithme, mais où déjà l'infirmière commence à baisser toute seule. Et puis très vite aussi, après quelques semaines ou quelques mois, les infirmières prennent confiance et donc on arrive à une situation où l'infirmière fait elle-même le bolus en fonction de ce qui est écrit, bien entendu, et augmente la vitesse de la seringue électrique derrière. Voilà, des degrés d'autonomisation partielle, progressive des infirmières, avec même dans ce dernier niveau, quand même toujours des barrières, des garde-fous. Voilà, il faut... Toutes ces procédures doivent, je pense, comporter la précision que si l'agitation est majeure, si la désadaptation du ventilateur est majeure, l'infirmière peut bolusser, mais de toute façon prévenir le médecin pour savoir s'il n'y a pas un traitement spécifique à faire pour corriger l'agitation et la désadaptation. Ou bien on peut aussi dire que si, au bout de 2 bolus faits par l'infirmière, le problème n'est pas réglé, le médecin doit être sollicité. Alors, peut-être aussi, il y a certaines équipes qui n'utilisent pas encore ça, qui disent « bon, de toute façon, c'est compliqué, cette histoire-là, ça ne peut pas marcher ». Alors, au lieu de vous dire « si, ça va marcher », je me suis dit « tiens, on va essayer de lister les situations dans lesquelles ça ne marcherait pas ». Et vous allez voir qu'il faut vraiment tomber exactement là-dedans. C'est très peu probable de tomber là-dedans, de tomber dans une situation dans laquelle, dans votre service, si vous n'avez pas cette procédure, vous n'avez pas d'algorithme, ça ne marcherait pas. Ça ne marche pas si votre état de base est déjà parfait. Si vous faites tout bien la sédation de l'analgésie, le fait de l'écrire ne va rien changer. Voilà, posez-vous la question, est-ce que d'après vous, dans votre service, c'est parfait? Et puis, si c'est le cas, vous n'avez probablement pas besoin d'un protocole écrit. Il y a aussi la situation où votre état de base, c'est des malades très très peu sédatés, très agités, très désadaptés du respirateur pendant une grande partie de la durée de ventilation mécanique, c'est-à-dire des malades très inconfortables. Dans ce cas-là, si vous mettez en route un protocole de sédation, ce sera certainement très bien pour le malade, je crois qu'il vous en sera reconnaissant parce qu'il sera beaucoup moins agité et inconfortable, mais ça s'accompagnera inévitablement d'un petit allongement de la durée de ventilation mécanique, mais voilà, c'est peut-être le prix à payer pour avoir un peu de confort, c'est la situation inverse dont on a parlé jusque-là. Et puis, ce qui est rapporté aussi dans la littérature, c'est quand on essaye d'importer dans son service une procédure écrite toute faite, c'est un facteur d'échec. On peut s'inspirer de ce qui est fait dans la littérature, mais il faut toujours adapter, s'inspirer ou d'ailleurs créer toute pièce pour soi, il n'y a pas de raison. Mais si on s'inspire de ce qu'il y a dans la littérature, il faut toujours adapter ce qu'on a trouvé dans la littérature aux préférences locales, en termes de score de sédation, en termes de molécules qu'on veut utiliser, en termes de changement de posologie, etc. Prendre un truc tout fait, c'est facteur d'échec. Et puis, dernière chose, bien entendu, la mauvaise compliance au protocole. C'est vrai pour toutes les procédures écrites, que ce soit de la titration, que ce soit les protocoles d'insuline, des choses comme ça. Quand c'est créé et que personne ne surveille derrière pour voir si ça marche, à la fin, au bout de quelques semaines, on voit que ça ne marche plus du tout, que c'est plus du tout respecté. En quelques mots, juste quelques recettes. C'est très important, bien entendu, d'impliquer les médecins et les infirmières dès le départ. Ça ne peut pas être une discussion d'abord médicale et puis tout à la fin, tiens, au fait, mesdames, on vous informe que. Non, c'est d'emblée. On doit mettre les médecins et les infirmières autour de la même table pour discuter dès le départ de la création d'un algorithme de sédation d'analgésie. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire en 10 jours et probablement pas en 1 mois ou 2 non plus. Il faut plusieurs réunions, il faut y réfléchir, il faut que ça mûrisse, il faut des allers-retours entre le petit groupe qui y réfléchit et le reste de l'équipe, tenir compte des remarques de chacun, c'est très important et ça prend du temps. Il faut que l'algorithme soit mis à disposition du personnel au lit du malade. Si c'est au fond d'un disque dur d'ordinateur, ça ne le fera pas.
Il faut adapter l'algorithme aux préférences locales, ça on l'a vu. Et puis accepter aussi, c'est un truc important, il faut accepter que chez certains patients, l'algorithme ne va pas marcher. Si vous faites 10 malades et puis le 11e avec un algorithme ça se passe bien et puis le 11e vous n'arrivez pas, ça ne marche pas, dès qu'on baisse c'est l'anarchie totale, on est obligé de remonter ou bien il est tout de suite très endormi, bref on s'en sort pas, on dit on arrête d'appliquer l'algorithme. Oui, ça arrive que chez certains patients l'algorithme on ne puisse pas continuer à l'appliquer parce que ça ne marche pas, c'est un petit pourcentage de patients, ça arrive avec toutes les procédures de soins, c'est pas pour autant que la procédure est bonne et qu'il ne faut pas l'utiliser chez les autres patients. Et puis bien entendu, vérification régulière du protocole, c'est très important aussi. Alors, une question qu'on se pose souvent, et c'est vrai que chez nous, par exemple, à Poissy, les premières semaines ou les premiers mois où on a commencé à appliquer ce genre d'algorithme, tout le monde a été un peu désemparé parce que les malades, ils sont assez vite réveillés, ils ont les yeux ouverts, et puis on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire. La réponse à ça, il y a plein de choses qui sont importantes. C'est le malade, il est réveillé, c'est important pour lui, puis c'est gratifiant aussi pour l'infirmière de pouvoir interagir avec lui beaucoup plus souvent maintenant que c'était avant sans procédure écrite. Et puis il faut laisser le patient interagir avec ses proches, donc probablement élargir les horaires de visite. Le malade, il est réveillé, il est capable d'exprimer son inconfort, sa douleur. Il faut être très attentif à ça. Il ne faut pas qu'un patient, sous prétexte de le maintenir bien réveillé, on le laisse très algique. Il y a toujours les deux versants qui s'opposent, qui doivent être pris en charge, l'éveil et le confort. Il ne faut pas privilégier l'un plus que l'autre. Et puis, le fait d'avoir un malade réveillé très tôt durant son séjour en réanimation, c'est aussi la possibilité de lui faire de la kiné, de le mobiliser, de lui faire du vélo. Et voilà, sans forcément arriver à ces situations un peu incroyables où des malades sous catécholamine ventilée marchent en réanimation, simplement mettre le malade trachéotomisé ou intubé ventilé debout à côté du lit, ou bien le malade intubé ou ventilé, le faire de l'exercice physique avec un pédalier qu'on peut mettre en bas du fauteuil ou installer au pied du lit. Tout ça, c'est des choses qui deviennent possibles dès que le patient se réveille précocement en réanimation. Voilà, j'en ai fini. Je voudrais juste résumer en 4 points la façon dont on peut se concevoir la sédation du patient ventilé en 2014 avec la façon dont on a évolué en fait ces 10 ou 15 dernières années. On est passé d'une sédation avec un objectif coma vers une sédation où l'objectif est clairement en 1, le confort, le coma n'est plus un objectif sauf cas particulier. La sédation, ça a été longtemps une préoccupation ponctuelle du médecin qui changeait éventuellement les posologies une fois à la visite du matin et puis avec un peu de chance à la visite du soir. Ça a changé, c'est devenu une préoccupation constante, 24 heures du 24, 24 heures sur 24 et c'est pour ça que les infirmières doivent pouvoir gérer ça. Ça a été longtemps une préoccupation tardive, c'est-à-dire qu'on commençait par donner 7 jours de catécholamine au malade pour traiter son choc septique ou son choc cardiogénique. Et puis, au bout de 7 jours, il était guéri. On arrêtait la sédation à laquelle on n'avait pas touché pendant 7 jours et le malade mettait 7 jours pour se réveiller. Donc, préoccupation tardive et c'est devenu une préoccupation précoce. Dès les premiers milligrammes d'hypnotique et de morphinique donnés, il faut commencer à se poser la façon de les administrer à la hausse et surtout à la baisse pour éviter la sédation excessive. Et puis enfin, ça a longtemps été une préoccupation du médecin qui était le seul à pouvoir décider s'il fallait monter ou baisser les doses. Et donc, il ne s'en préoccupait pas très souvent. Et on a glissé vers une préoccupation de toute l'équipe médicale, médecins et surtout infirmières qui sont partie prenante intégrale dans cette stratégie de sédation. Je vous remercie.